Au sommaire de cette édition, la Guinée célèbre demain la fête de Ramadan. La lune vient d'être observée à Bokeh. C'est la fin d'un mois de jeûne et d'abstinence. Le pape adresse ses félicitations aux musulmans de Guinée. Bientôt un grand marché moderne pour les habitants de Dabondi à Conakry. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de la ville de Conakry. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'État. Sport avec la relance du championnat national à 2 journées de la fin de la saison. Le Lauréat n'est plus qu'à 3 points du leader Satellite FC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions de conseiller et de préfet et reçoivent les affectations ci-dessous. Conseiller du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Madame Mariam Leno, précédemment préfet de Forêt-Caria. Préfet de Forêt-Caria, M. Mfansoumane Souma, administrateur civil, matricule 110 564 L, en remplacement de Mme Mariam Leno, appelée à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 7 août 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Ouverture ce mercredi à Conakry de l'atelier pour la formulation de la phase 2 du plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée. Cette étape concerne 3 projets, la réforme de la sécurité, la réconciliation nationale et l'emploi des jeunes. Cette action du gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, entend construire un État respectueux des droits de l'homme. Tierno Younoussaba, reportage. Les Nations Unies et les partenaires au développement apportent leur soutien à la Guinée dans le cadre de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. En 4 ans, plus de 30 millions de dollars sont investis par les Nations Unies pour contribuer à la stabilité politique et à l'instauration de l'état de droit en Guinée. Cet atelier consiste à valider le plan prioritaire pour la consolidation de la paix. Il est le résultat de la volonté partagée du gouvernement et des partenaires. Il met l'accent sur 3 points. Le plan prioritaire 2 est composé de 3 piliers. La réforme du secteur de sécurité, la réconciliation nationale et l'emploi des jeunes et des femmes. Il y a eu déjà la mise en œuvre de certains aspects de ces plans prioritaires et nous sommes maintenant dans la phase 2, donc la continuation du projet, parce que les Nations Unies sont déterminées à accompagner la Guinée dans le processus de renforcement de l'autorité de l'État et de renforcement du processus démocratique. Les actions que vous aurez à maintenir pour cette deuxième phase du second plan de prioritaire seront à la hauteur des enjeux de la paix dans notre pays, de la justice, de la stabilité et de l'état de droit tant ambitionné par les populations de l'État. Je remercie et félicite tous les partenaires au développement pour leur appui sans cesse croissant à la Guinée et invite à davantage à renforcer notre partenariat pour le plus grand bien de nos populations. Cette rencontre est une opportunité pour la Guinée de définir des actions fortes en vue de bâtir un État où les droits et devoirs sont respectés de tous. La conseillère culturelle et de presse de l'ambassade des États-Unis en Guinée a été reçue par le ministre de la Communication. Les entretiens ont porté sur les récents événements survenus à Zirékouré et la formation des journalistes. Cheikh Sankon pour le compte-rendu. Le ministre de la Communication et la diplomate américaine ont échangé sur les rapports que pourraient entretenir la Guinée et les États-Unis dans le domaine de la communication et de la culture. Présente en Guinée il y a seulement 2 mois, la conseillère culturelle et de la presse de l'ambassade des États-Unis a exprimé toute sa motivation à travailler en synergie avec le département de la communication. Ils ont évoqué les possibilités de coopération entre les États-Unis de manière globale et notre pays, la Guinée. Et en l'espèce, monsieur le ministre a eu à évoquer des doléances qui sont en perspective concernant la formation, l'équipement. Le ministre qui a apporté des éclaircissements sur de nouvelles dispositions prises par son département pour le respect du contenu des cahiers de charges des radios et télévisions privées du pays s'est réjoui de l'esprit qui a caractérisé cette audience. Nous avons fait le tour des questions liées à la communication dans notre pays
notamment les équipements, la formation, le passage de l'analogique au numérique. Elle a surtout posé des questions pertinentes sur les échos qui ont été émis du côté des Zéro-Couré suite aux événements qui s'y sont passés, notamment tout ce qu'on a dit autour d'une radio qui aurait été fermée, le rôle que cette radio aura joué dans les événements et tout. Nous lui avons apporté les éclaircissements, elle en a été satisfaite. Et puis nous sommes venus sur le rôle que nos médias devraient jouer à l'approche des élections législatives. Elle a pris l'exacte mesure de cet événement et surtout nous a réconforté en promettant l'aide de son institution, de sa représentation diplomatique, à nous accompagner dans l'effort de formation de nos journalistes. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée à 55e jour de la célébration du 55e anniversaire de son indépendance. Le gouvernement est appelé pour l'achèvement des chantiers lancés à cet effet dans la région administrative de Zéro-Couré. Justement, le renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans la région de Zéro-Couré préoccupe les femmes chrétiennes de Guinée et l'église Pentecôte. Alléluia, de Bellevue. Une journée de prière et de jeûne ont été observées en faveur des victimes des récents événements qui ont touché Zéro-Couré. Le point avec Sori de Kera. L'église Pentecôte Alléluia de Bellevue accueille ces femmes des églises anglicanes, catholiques et évangéliques de Conakry. Elles ont constitué une union chrétienne. Aujourd'hui, ces femmes implorent Dieu pour la paix, la réconciliation nationale et le pardon en Guinée. La prière est inspirée par les récents événements survenus en région forestière. Les 3 grandes églises réunies en Guinée, nous, femmes de ces églises, nous avons décidé ce jour comme un jour de jeûne et de prière en faveur de la Guinée, et spécifiquement pour la zone forestière. De nous aimer les uns les autres, d'aimer son prochain, et de prier pour son ennemi. Et c'est ce que je voudrais que tous les Guinéens fassent. Parce que la Guinée est une et indivisible. La réconciliation, la fraternité et l'unité nationale sont au cœur de la démarche de l'union de l'église Pentecôte. Je suis fier de cette rencontre d'aujourd'hui parce que j'ai confiance à mon Dieu. Il a dit demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Nous l'avons cherché ce matin pour la paix de la nation. J'ai la certitude qu'il nous a écoutés pour cette paix. C'est pourquoi j'ai cette fierté et je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous a écoutés dans nos requêtes et il nous a réservé même la paix maintenant. Cette journée de jeûne et de prière pour la réconciliation, l'esprit de pardon. Nous prions le Seigneur pour qu'il grandisse dans le Guinéen l'esprit de pardon, d'amour et de fraternité. À travers les chants religieux et les dons symboliques, ces femmes espèrent bien ramener les esprits à de meilleurs sentiments pour préserver la paix en Guinée. Je vous le disais en titre, les musulmans célèbrent demain, jeudi, l'Aïd el-Fitr. La lune a été observée dans la sous-préfecture de Malapouya, dans Bokeh. C'est la fin de mois de jeûne et d'abstinence. À propos, nous recevons en direct dans ce journal Elhadj Mansour Fadiga. Bonsoir. Bonsoir. Avez-vous des précisions à apporter? Une précision à apporter. Oui. Non seulement la Mecque a observé, mais chez nous aussi, Dieu a voulu, alhamdulillah rabbil alamin, que le croissant soit observé, comme vous venez de le dire, dans la sous-préfecture de Malapouya, précisément Madina Kouloupoto. Donc on va fêter au même moment que la Mecque. Demain, on va fêter avec la Mecque. Hein? Oui. C'est comme au début du mois de Carême. Oui. C'est pourquoi le secrétariat général des affaires religieuses invite tous les imams, tous les chefs religieux à officier cette fête demain jeudi 8 août 2013 à partir de 9h30 sur toute l'étendue du territoire national. Et quels sont les grands thèmes qui seront développés au cours de cette prière, si vous avez des précisions à porter? Le sermon sera porté sur le renforcement de l'unité, de la fraternité et de tout faire pour combattre tout ce qui nous divise. Le thème principal, c'est ça, c'est la fraternité entre tous les Guinéens.
la paix et la cohésion sociale. Elhaj Mansour Fadiga, merci pour ces précisions. C'est à nous. Le Conseil pontifical œuvre pour le dialogue interreligieux. Le pape François souhaite un rapprochement sincère entre chrétiens et musulmans. À l'occasion de la célébration de la fête de Ramadan, le pape adresse aux musulmans un message de vœux de santé, de paix et d'unité. Ce message est lu par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. C'est pour moi un grand plaisir de vous saluer alors que vous célébrez Eid al-Fitr, concluant ainsi le mois de Ramadan, consacré principalement aux jeûnes, à la prière et à l'aumône. Il est désormais de tradition qu'en cette occasion, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux vous adresse un message de vœux, accompagné d'un thème en vue d'une réflexion commune. Il s'agit de la promotion du respect mutuel à travers l'éducation. Cette année, la première de mon pontificat, j'ai décidé de signer moi-même ce message traditionnel et de vous l'envoyer, chers amis, comme expression d'estime et d'amitié envers tous les musulmans, spécialement envers leurs chefs religieux. Ce que nous sommes appelés à respecter dans chaque personne, c'est tout d'abord sa vie, son intégrité physique, sa dignité avec les droits qui en découlent, sa réputation, son patrimoine, son identité ethnique et culturelle, ses idées. Je vous adresse enfin mes vœux priants pour que vos vies puissent glorifier le Très-Haut et apporter la joie autour de vous. Bonne fête à vous tous. À propos de l'Aïd el-Fitr, ce communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique, conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995, instituant le fait légal en République de Guinée, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du jeudi 8 août 2013, l'Aïd el-Fitr, fête religieuse marquant la fin du carême musulman, déclaré férié, chômé, payé sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs, signé Madame Baldé Haya Mariamba. Les musulmans donc célèbrent demain la fête l'Aïd el-Fitr. La lune donc a été observée, on vous le disait tout à l'heure, dans la sous-préfecture de Malapouya, dans Boké, au grand marché de Madina. Les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Les marchandises sont en mévente. Voici le constat de notre reporter Emmanuel Milimono. À l'approche de la fête de Ramadan, les ventes sont presque insignifiantes. Les clients se font rares, tout tourne au ralenti. Depuis le matin, nous sommes sous la pluie. Les ventes ne marchent pas. Nous nous battons pour préparer la fête pour nos enfants, mais il pleut excessivement. Vendeuses d'articles divers, ces femmes se plaignent particulièrement de la situation économique actuelle qui, selon elles, serait la cause de la rareté des clients. La recherche de quelques rares clients les pousse à sortir du marché pour s'installer au milieu de la chaussée. La fête est arrivée, les ventes se font légèrement. Nous sommes assises au milieu de la chaussée parce que c'est dans ça que nous gagnons notre petit pain. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans de Guinée s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr. Ces vendeuses de Madina ont la nostalgie de l'affluence habituelle. Elles se retournent les pouces sous la pluie dans l'attente de quelques courageux clients.
Restons toujours dans la fière de la fête de Ramadan pour parler des femmes à la recherche des habits pour leurs enfants. Certaines femmes préfèrent se rendre au marché de la friperie à cause des difficultés économiques. Le point avec Moussa Komara et Abdul Karim Kamara. La fête de Ramadan s'annonce très serrée. Dans les différents marchés de la capitale, les femmes se bousculent pour acheter des habits ou chaussures de fête pour les enfants. Ici, au marché de Kaporo, ces femmes songent à faire de leurs enfants des petits princes, alors que le prix des articles est revu à la hausse. Je suis venue pour acheter une paire de chaussures pour ma fille. Je compte les habiller très bien, parce que le marché est très dur en ce temps. Si avant, la friperie était considérée comme le charme offert aux moins riches de s'habiller, aujourd'hui, il faut dire que beaucoup y trouvent leur compte. Une situation due à la cherté des produits. Celui-là, je cherche une robe, mais je n'en ai pas vu d'abord. Et on peut trouver des échantillons qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Raison pour laquelle je suis là. Tandis qu'on m'a dit dans les indices là. À l'intérieur du marché, l'heure est aussi à l'achat des condiments pour bien déguster pendant la fête. Un rêve pour tous les musulmans après un mois de pénitence. Je suis venue acheter des condiments pour la fête de demain. Ah mais les choses ont changé parce que le riz c'est un peu cher, mais c'est pas grave, on l'achète. En dépit des difficultés du moment, nombreux sont ceux qui comptent mettre le prix qu'il faut pour passer une bonne fête. L'ambassade des États-Unis en Guinée, à travers Lions Club de Guinée, a offert des vivres aux handicapés installés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Un reportage de Yenabou Bari et Yenegansani. Composée essentiellement de riz, d'huile et de sucre, cette assistance alimentaire vient en appui aux personnes à mobilité réduite et sans abri de la grande mosquée Faisal, une action humanitaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur des États-Unis a une forte amitié pour les handicapés guinéens. C'est donc que nous sommes venus remettre aujourd'hui à la mosquée Faisal. Dans la même perspective, le Lions Club Guinée, dans son programme d'aide aux personnes démunies, offre un lot de denrées alimentaires à ces sans-abri. Et chaque année, nous offrons des dons à l'occasion du 27e jour du mois de Ramadan. Et cette année, c'est la grande mosquée Faisal de Conakry qui est retenue. Ces dons viennent atténuer les besoins alimentaires de cette couche vulnérable, souvent préoccupée par la recherche de la nourriture. On est content du don, parce qu'on n'avait rien à manger le jour de la fête. Que Dieu bénisse les donateurs. Plusieurs organisations caritatives mettent à profit le mois de Ramadan pour assister ces personnes nécessiteuses. Une action que le Lions Club et l'ambassade des États-Unis entendent pérenniser. L'autre temps fort de cette édition, lancement dans la commune de Matam des travaux de construction d'un grand marché public, si à Dabondi. La réalisation de ce marché s'inscrit dans le programme de société du gouvernement guinéen. Suivez le reportage de Alcine Pascaldine. C'est sur cet espace d'une superficie d'environ 32 mètres carrés que se réalise le projet de construction d'un grand marché public moderne à Dabondi. Ce supermarché ultra-moderne sera composé de 600 magasins avec un aménagement voirie parking, toilettes, des dispensaires et autres salles de prière. À cela s'ajoutent des places assises pour des vendeuses et vendeurs. Financé à hauteur de 50 millions de dollars US par l'État guinéen, ce projet sera exécuté dans un délai de 18 mois. Les travaux sont confiés à l'entreprise Sokoba. Cette Sokoba est fière de pouvoir exister ces projets et nous espérons d'ici 18 mois que le quartier d'Abondi aura un marché moderne, conformément à nos engagements auprès du professeur Alpha Condé. L'initiative du chef de l'État de procéder à la réalisation d'un tel ouvrage dans la cuvette située entre Dabondi et Bonfi a été saluée par les autorités de la mairie de Matam et le gouvernorat de la ville de Conakry. La réalisation de ces infrastructures permettra aux futurs occupants des lieux d'avoir des installations confortables et de vaquer à leur activité économique dans l'ordre de la sécurité. C'est donc pour nous, honorables invités, l'occasion de remercier le chef de l'État
d'avoir initié ce grand projet pour la population et surtout de rassurer les investisseurs de son soutien pour son exécution correcte et dans les délais prévus. La réalisation d'un tel ouvrage au cœur de la capitale Conakry augure de nouvelles perspectives pour les populations guinéennes dans leur lutte quotidienne contre la pauvreté. À Koya, la population exprime leur satisfaction à la première institution de microfinance implantée dans leur localité. De nombreux jeunes évoluant dans le secteur informel en bénéficient des fonds alloués par le chef de l'État. Le point avec Manguet Dantoumassouma. Dans une préfecture marquée par l'agriculture de subsistance et le sous-emploi, quel rôle jouent les structures de microfinance en milieu rural? L'octroi de crédit, c'est l'activité principale de notre institution. Aujourd'hui, nous avons au niveau de la caisse 61 millions en retard. Donc, j'invite tous ces retardataires de s'acquitter pour que nos relations puissent continuer. À Koya, les premiers crédits accordés aux demandeurs commencent à améliorer les conditions de vie dans les ménages. J'apprécie très bien la caisse de Koya parce que moi, en fait, tous mes mouvements sont axés vers la caisse de Koya. Je viens, je dépose, je fais des retraits sans problème. Depuis que la caisse est créée à Koya, ça nous arrange beaucoup. On fait des crédits et nous épargnons aussi. Ça nous soulage. On veut que la caisse soit plus grande ici. Le crédit rural de Koya couvre les quartiers de la commune urbaine et des communautés rurales de Wankifon, de Kouria et de Manéa. Il compte plus de 4000 associés. Parmi eux, près de 700 femmes bénéficient de crédits et 1400 autres ont ouvert des comptes d'épargne pour le financement des projets générateurs de revenus. Dans l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, 14 personnalités proches de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été mises en liberté provisoire. C'est dans la dynamique de la réconciliation nationale engagée par le président Alassane Ouattara. Suivez ce reportage. Le bain de foule de Michel Gbagbo, fraîchement sorti de prison après 27 mois de détention. Le fils de l'ancien président ivoirien a été le premier à rejoindre le siège du Front populaire ivoirien à Abidjan. De nombreux militants en liesse s'y étaient rassemblés pour accueillir 14 personnalités proches de l'ancien président Laurent Gbagbo qui ont tous bénéficié d'une liberté provisoire. Nous aurons souhaité simplement une libération pure et simple, sans condition. Ensuite, le nombre de libérés. Nous avons seulement 14 sur 713. C'est peu. Pour ces premières heures de liberté, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a eu du mal à se frayer en passage pour rejoindre ses camarades. Très applaudi par une foule enthousiaste, il a lancé un appel au dialogue et demandé au pouvoir ivoirien de considérer désormais l'opposition comme un partenaire à part entière. La Côte d'Ivoire ne peut pas se réconcilier si certains de ses fils sont en prison, si d'autres sont en exil, et si les droits de l'homme sont bafoués, si les principes démocratiques ne sont pas respectés, si la liberté d'expression n'est pas garantie. La joie des retrouvailles n'a pas éclipsé une autre revendication du Front populaire ivoirien. La libération et le retour au bercail de son chef, détenu à la Cour pénale internationale de La Haye. Le Front populaire ivoirien attend de nouvelles libérations dans les jours à venir pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation en panne. Au Kenya, l'aéroport de Nairobi frappé par un gigantesque incendie. Le feu s'est déclaré vers 5 heures du matin. Pas de victimes, mais des dégâts sont importants. Regardez. Dans le ciel de Nairobi, ce mercredi matin, un gigantesque nuage de fumée. C'est l'aéroport Jomo Kenyatta qui est la proie des flammes. L'incendie s'est déclaré vers 5 heures du matin, à l'heure des premiers départs. J'étais sur le point de monter à bord de l'avion quand on nous a dit de sortir. 30 minutes plus tard, toute la zone d'arrivée était en feu. Face à l'incendie qui se propage, les pompiers manquent d'eau et de moyens. L'armée est appelée en renfort. Il faudra plusieurs heures pour venir à bout du sinistre.
Heureusement, pas de victimes à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Le hall des arrivées et la zone d'immigration sont totalement détruits. L'aéroport a été fermé. Les avions qui devaient atterrir à Nairobi sont déroutés vers d'autres villes, comme ici, à Mombasa. C'est notre premier voyage en Afrique. Vous arrivez, vous êtes très excité et votre première expérience, c'est ça. C'est très décevant. On a dépensé beaucoup d'argent. Un coup dur et pas seulement pour les touristes. Avec 6 millions de passagers par an, Nairobi est en effet le plus grand aéroport d'Afrique de l'Est et un hub pour toute la région. Et si les vols domestiques devaient reprendre dans l'après-midi, aucune échéance n'a été donnée pour les vols internationaux. Pourtant, les autorités se veulent rassurantes. Le président Kenyatta veut assurer au secteur aérien dans son ensemble, les investisseurs, les passagers nationaux et internationaux, que tout est fait pour revenir à une situation normale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, 15 ans jour pour jour après les attentats de Nairobi. Mais pour l'heure, rien n'indique de piste criminelle. Il y a 2 jours, l'aéroport avait eu des problèmes avec son système d'approvisionnement en kérosène. Ailleurs dans le monde, l'Irak frappé par une série d'attentats, des voitures piégées, une cinquantaine de morts. C'est le premier élément d'un nouvel international sous forme de télégramme en images. La série d'attentats se poursuit en Irak. Au moins 51 morts et une centaine de blessés hier. Ici, à Bagdad, des voitures piégées et des engins explosifs ont frappé des quartiers chiites et sunnites. Des attaques qui surviennent au moment où l'armée mène des opérations dans le nord du pays. Plus de 30 000 hommes sont chargés d'arrêter des militants liés à Al-Qaïda. Une mission qui se poursuivra, selon le Premier ministre irakien, jusqu'à l'élimination du terrorisme. Hassan Rouhani prêt à entamer des négociations sérieuses sur le nucléaire. C'est le message central donné par le nouveau président iranien hier lors de sa première conférence de presse. Les grandes puissances accusent le pays de chercher à fabriquer l'arme atomique, notamment grâce aux moyens de l'enrichissement d'uranium. Un procédé que le nouveau président n'entend pas pour autant suspendre. Nous ne céderons pas sur les droits de notre nation, mais nous sommes prêts au dialogue pour trouver une entente. Une nouvelle équipe de négociateurs va être mise en place sur ce dossier sensible. Regain de tension entre l'Inde et le Pakistan. 5 soldats indiens ont été tués hier au Cachemire, région revendiquée par les 2 pays. Les autorités indiennes accusent l'armée pakistanaise qui a aussitôt démenti. En Inde, des manifestants sont descendus dans les rues. Ils réclament que leur pays coupe tout lien avec son voisin. Les chefs militaires des 2 pays ont parlé au téléphone dans la matinée pour apaiser les tensions. Je suis le tireur. Nidal Hasan, ancien psychiatre de l'armée américaine, assure être l'auteur de la fusillade de Fort Hood dès l'ouverture de son procès. Le massacre de 2009 est le pire jamais survenu sur une base militaire américaine. Il a fait 13 morts et 32 blessés. À l'époque, l'homme correspondait avec un imam radical. Il encourt la peine de mort. Sport, avant de refermer cette édition, nous sommes à 2 journées de la fin du championnat national de Ligue de football. Le suspense persiste toujours pour connaître le leader de cette saison. L'Orient reçoit le Satellite au compte de la 21e journée. Kadiatou Traoré, commentaire. Après la 20e journée du championnat national de football Ligue 1, le Satellite FC est toujours en tête avec 43 points, suivi du Oroya Athletic Club, 40 points. Chemin faisant, la 21e journée prévue ce week-end à l'affiche, le face-à-face Oroya Athletic Club Satellite FC. En cas de victoire du Satellite, avec 46 points, le club sera sacré champion de Guinée. Si par contre, c'est le Oroya qui gagne, les 2 équipes se retrouveront avec le même nombre de points, 43-43. Et le dénouement du championnat, c'est la 22e journée. En cas de match nul, l'écart de 3 points persistera toujours. Oroya 41, Satellite 44. C'est en cela que l'enjeu de la rencontre est de taille. Je ne vous cache pas, je n'ai pas l'habitude d'aller voir les matchs de Oroya. Tout ce que je sais, c'est un club qui va jouer les 3 premiers quarts d'heure. Il va essayer de jouer. Et en deuxième période, je sais que ça va être un peu moche parce qu'ils n'ont pas de gamins pour finir les matchs en vitesse.
Nous, on va essayer de jouer comme... nous, on va essayer d'établir dans ça, voir comment finir le match en fanfare. Je pense que c'est l'analyse qui est vraie, qu'on essaie de sortir de l'autre côté de Oroya, ils vont corriger. S'ils corrigent, on va essayer aussi, n'est-ce pas, de gérer les 2 derniers quarts d'heure, voir pourquoi pas chercher un match nul. Nous respecterons beaucoup l'adversaire, sachant que quand même, c'est pas n'importe qui peut caracoler à la tête du championnat pendant combien de temps. Mais nous viendrons tout à fait prêts, on va travailler beaucoup sur les détails, les pour et les contre pour pouvoir gagner le match. Rendez-vous pour vivre ce grand face-à-face dimanche au stade du 28 septembre. Page noire, la famille sportive est en deuil avec la disparition de Mohamed Jo, chargé de la sécurité du Sili national. Il a regagné sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de Cameroun. Il a été inhumé au même moment que Abou Kamara, président de la Fédération guinéenne de l'athlétisme. Le compte-rendu de Daoudaba. Ce mercredi matin, le monde du sport est sous un choc à Conakry avec la disparition de Abou Kamara, président de la Fédération guinéenne d'athlétisme depuis 26 ans des suites de maladie, et de Mohamed Zo Kamara, chargé de sécurité de l'équipe nationale de football depuis 5 ans des suites d'un suicide passionnel à Paris le 28 juillet. Informé par mes soins, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, a donné des instructions pour la prise en charge des funérailles à la dimension des illustres disparus. Il m'a chargé de transmettre aux familles éplorées les condoléances les plus attristées du gouvernement. En 2008, en faveur de sa participation à la 26e MTN Coupe d'Afrique des Nations au Ghana, Mohamed Jo sera appelé au chevet de l'encadrement technique du Sili national pour assurer la sécurité des footballeurs pendant les différents regroupements. Que faut-il retenir de ce courageux dirigeant sportif? Il est à retenir que Prési était d'une ténacité inaccessible au découragement. Il faut le dire une fois pour toutes, comme nous tenons l'occasion, qu'être dirigeant sportif en Guinée équivaut à faire du militantisme pour le sport. La mort est le couronnement de la vie. Reposez en paix. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de l'Aïd el-Fitr. À demain.